J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Je vous chante cette chanson donc parce que nous allons lire un livre qui parle justement de la Lune. Ce livre se nomme donc Autour de la Lune de Jules Verne. C'est un roman un peu, on dit un peu prémonitoire puisqu'il y a beaucoup de coïncidences donc avec la mission qui aura lieu plus tard, la mission Apollo 8, énormément de grosses coïncidences, telles que l'initiative fut exactement, donc, a bien été prise par les Américains. Le départ de la mission américaine a eu lieu au Cap Canaveral, à quelques centaines de kilomètres seulement de l'endroit choisi par Jules Verne en Floride, non pour les raisons qu'offre l'auteur, mais parce que la vitesse supérieure de rotation de la Terre à cet endroit y est plus favorable. Il y a bien eu 3 astronautes, comme dans notre roman, à bord de la capsule, et la mission a duré un peu moins d'1 semaine, comme celle de Michel Ardan et ses amis. Enfin, au retour, l'engin se retrouve dans l'océan après avoir effectué une orbite lunaire. Vous avouerez que c'est assez étrange. Donc, nous allons passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Savez-vous, mes amis, à quoi ressemble cette pleine vue de la hauteur où nous sommes ? Dit Michel. Non, répondit Nicole. Eh bien, avec tous ces morceaux de lave, allongés comme des fuseaux, elle ressemble à un immense jeu de jonchés, jetés pêle-mêle. Il ne manque qu'un crochet pour les retirer à un. Sois donc sérieux, dit Barbicane. Soyons sérieux, répliqua tranquillement Michel, et au lieu de joncher, mettons des ossements. Cette plaine ne serait alors qu'un immense ossuaire sur lequel reposeraient les dépouilles mortelles de 1000 générations éteintes. Aimes-tu mieux cette comparaison à un grand effet ? L'une vaut l'autre, répliqua Barbicane. Diable, tu es difficile, répondit Michel. Mon digne ami, reprit le positif Barbicane, peu importe de savoir à quoi cela ressemble, du moment que l'on ne sait pas ce que cela est. Bien répondu, s'écria Michel. Cela m'apprendra à raisonner avec des savants. Cependant, le projectile s'avançait avec une vitesse presque uniforme en prolongeant le disque lunaire. Les voyageurs, on l'imagine aisément, ne songeaient pas à prendre un instant de repos. Chaque minute déplaçait le paysage qui fuyait sous leurs yeux. Vers 1h30 du matin, ils entrevirent les sommets d'une autre montagne. Barbicane, consultant sa carte, reconnut Ératosthène. C'était une montagne annulaire, haute de 4500 mètres, l'un de ces cirques si nombreux sur le satellite. Et à ce propos, Barbicane rapporta à ses amis la singulière opinion de Kepler sur la formation de ces cirques. Suivant le célèbre mathématicien, ces cavités cratériformes avaient dû être creusées par la main des hommes. Dans quelle intention ? Demanda Nicole. Dans une intention bien naturelle, répondit Barbicane. Les Sélénites auraient entrepris ces immenses travaux et creusé ces énormes trous pour s'y réfugier et se garantir des rayons solaires qui les frappent pendant 15 jours consécutifs. Pas bêtes, les Sélénites, dit Michel. Singulière idée, répondit Nicole. Mais il est probable que Kepler ne connaissait pas les véritables dimensions de ces cirques, car les creuser eût été un travail de géant, impraticable pour des Sélénites. Pourquoi, si la pesanteur à la surface de la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre ? Dit Michel. Mais si les Sélénites sont 6 fois plus petits, répliqua Nicole. Et s'il n'y a pas de Sélénites, ajouta Barbicane, ce qui termina la discussion. Bientôt, Ératosthène disparut sous l'horizon,
sans que le projectile s'en fût suffisamment approché pour permettre une observation rigoureuse. Cette montagne séparait les Apennins des Carpates. Dans l'orographie lunaire, on a distingué quelques chaînes de montagnes qui sont principalement distribuées sur l'hémisphère septentrional. Quelques-unes, cependant, occupent certaines portions de l'hémisphère sud. Voici le tableau de ces diverses chaînes indiquées du sud au nord avec leur latitude et leur hauteur rapportées aux plus hautes cimes. Donc là, il y a bien entendu un tableau avec les latitudes, etc. Je vais vous montrer rapidement, mais vous n'allez pas voir grand-chose à mon avis. Voilà. De ces diverses chaînes, la plus importante est celle des Apennins, dont le développement est de 150 lieues, développement inférieur, cependant à celui des grands mouvements orographiques de la Terre. Les Apennins longent le bord oriental de la mer des Pluies et se continuent au nord par des Carpates, dont le profil mesure environ 100 lieues. Les voyageurs ne purent qu'entrevoir le sommet de ces Apennins qui se dessinent depuis 10 degrés de longitude ouest et 16 de longitude est. Mais la chaîne des Carpates s'étendit sous leur regard du 18e au 30e degré de longitude orientale et ils purent en relever la distribution. Une hypothèse leur parut très justifiée à voir cette chaîne de Carpates affectant ça et là des formes circulaires et dominée par des pitons. Ils en conclurent qu'elle formait autrefois des cirques importants. Ces anneaux montagneux avaient dû être en partie rompus par le vaste épanchement auquel est due la mer des Pluies. Ces Carpates étaient alors, par leur aspect, ce que seraient les cirques de Purbac, d'Arzachel et de Ptolémée. Si un cataclysme jetait bas leur rempart de gauche et les transformait en chaîne continue. Il présente une hauteur moyenne de 3200 mètres, hauteur comparable à celle de certains points des Pyrénées, tels que le port de Pinède. Leur pente méridionale s'abaisse brusquement vers l'immense mer des Pluies. Vers 2 heures du matin, Barbicane se trouvait à la hauteur du 20e parallèle lunaire, non loin de cette petite montagne élevée de 1559 mètres, qui porte le nom de Pythias. La distance du projectile à la Lune n'était plus que de 1200 km, ramenée à 3 lieues au moyen des lunettes. La Mare Imbrium s'étendait sous les yeux des voyageurs comme une immense dépression dont les détails étaient encore peu saisissables. Près d'eux, sur la gauche, se dressait le mont Lambert, dont l'altitude est estimée à 1813 mètres. Et plus loin, sur la limite de l'océan des tempêtes, par 23 degrés de latitude nord et 29 degrés de longitude est, resplendissait la montagne rayonnante de l'air. Ce mont, élevé de 1815 mètres seulement au-dessus de la surface lunaire, avait été l'objet d'un travail intéressant de l'astronome Schröter. Ce savant, cherchant à reconnaître l'origine des montagnes de la Lune, s'était demandé si le volume du cratère se montrait toujours sensiblement égal au volume des remparts qui le formaient. Or, ce rapport existait généralement, et Schröter en concluait qu'une seule éruption de matière volcanique avait suffi à former ces remparts, car des éruptions successives eussent altéré ce rapport. Seul le mont Euler démentait cette loi générale, et il avait nécessité pour sa formation plusieurs éruptions successives, puisque le volume de sa cavité était le double de celui de son enceinte. Toutes ces hypothèses étaient permises à des observateurs terrestres, que leur instrument servait d'une manière incomplète. Mais Barbicane ne voulait plus s'en contenter, et voyant que son projectile se rapprochait régulièrement du disque lunaire, il ne désespérait pas, ne pouvant pas l'atteindre, de surprendre au moins les secrets de sa formation. Chapitre 13. Paysage lunaire. À 2h30 du matin, le boulet se trouvait par le travers du
30e parallèle lunaire à une distance effective de 1000 km réduite à 10 par les instruments d'optique. Il semblait toujours impossible qu'il pût atteindre un point quelconque du disque. Sa vitesse de translation relativement médiocre était inexplicable pour le président Barbicane. À cette distance de la Lune, elle aurait dû être considérable pour le maintenir contre la force d'attraction. Il y avait donc là un phénomène dont la raison échappait encore. D'ailleurs, le temps manquait pour en chercher la cause. Le relief lunaire défilait sous les yeux des voyageurs et ils n'en voulaient pas perdre un seul détail. Le disque apparaissait donc dans les lunettes à une distance de 2 lieues et demie. Un aéronaute, transporté à cette distance de la Terre, que distinguerait à sa surface. On ne saurait le dire, puisque les plus hautes ascensions n'ont pas dépassé 8000 mètres. Voici cependant une exacte description de ce que voyaient de cette hauteur Barbicane et ses compagnons. Des colorations assez variées apparaissaient par larges plaques sur le disque. Les sélénographes ne sont pas d'accord sur la nature de ces colorations. Elles sont diverses et assez vivement tranchées. Julius Schmidt prétend que si les océans terrestres étaient mis à sec, un observateur sélénite lunaire ne distinguerait pas sur le globe entre les océans et les plaines continentales. Des nuances aussi diversement accusées que celles qui se montrent sur la Lune à un observateur terrestre. Selon lui, la couleur commune aux vastes plaines, connues sous le nom de mer, est le gris sombre mélangé de vert et de brun. Quelques grands cratères présentent aussi cette coloration. Barbicane connaissait cette opinion du sélénographe allemand, opinion partagée par M. Beer et Maudler. Il constata que l'observation leur donnait raison contre certains astronomes qui n'admettent que la coloration grise à la surface de la Lune. En de certains espaces, la couleur verte était vivement accusée, telle qu'elle ressort, selon Julius Schmidt, des mers de la sérénité et des humeurs. Barbicane remarqua également de larges cratères dépourvus de cônes intérieurs, qui jetaient une couleur bleuâtre, analogue au reflet d'une tôle d'acier fraîchement polie. Ces colorations appartenaient bien réellement au disque lunaire et ne résultaient pas, suivant le dire de quelques astronomes, soit de l'imperfection de l'objectif des lunettes, soit de l'interposition de l'atmosphère terrestre. Pour Barbicane, aucun doute n'existait à cet égard. Il observait à travers le vide et ne pouvait commettre aucune erreur d'optique. Il considéra le fait de ces colorations diverses comme acquis à la science. Maintenant, ces nuances de vert étaient-elles dues à une végétation tropicale entretenue par une atmosphère dense et basse? Il ne pouvait encore se prononcer. Plus loin, il nota une teinte rougeâtre, très suffisamment accusée. Pareille nuance avait été observée déjà sur le fond d'une enceinte isolée, connue sous le nom de cirque de Lichtenberg, qui est situé près des monts Hercyniens, sur le bord de la Lune. Mais il ne put en reconnaître la nature. Il ne fut pas plus heureux à propos d'une autre particularité du disque, car il ne put en préciser exactement la cause. Voici cette particularité. Michel Ardan était en observation près du président, quand il remarqua de longues lignes blanches, vivement éclaircies par les rayons directs du soleil. C'était une succession de sillons lumineux très différents du rayonnement que Copernic présentait naguère. Ils s'allongeaient parallèlement les uns aux autres. Michel, avec son aplomb habituel, ne manqua pas de s'écrier. « Tiens, des champs cultivés !»« Des champs cultivés !» répondit Nicole, haussant les épaules. « Labourés, tout au moins, » répliqua Michel Ardan. « Mais quels laboureurs que ces sélénites, quels bœufs gigantesques ils doivent atteler à leur charrue pour creuser de tels sillons. » « Ce ne sont pas des sillons, dit Barbicane, ce sont des rainures. Va pour des rainures, répondit docilement Michel. Seulement, qu'entend-on par des rainures dans le monde scientifique?
Barbicane apprit aussitôt à son compagnon ce qu'il savait des rainures lunaires. Il savait que c'étaient des sillons observés sur toutes les parties non montagneuses du disque, que ces sillons, le plus souvent isolés, mesurent de 4 à 50 lieues de longueur, que leur largeur varie de 1000 à 1500 mètres et que leurs bords sont rigoureusement parallèles. Mais il n'en savait pas davantage, ni sur leur formation, ni sur leur nature. Barbicane, armé de sa lunette, observa ces rainures avec une extrême attention. Il remarqua que leurs bords étaient formés de pentes extrêmement raides. C'étaient de longs remparts parallèles et avec quelque imagination, on pouvait admettre l'existence de longues lignes de fortifications élevées par les ingénieurs sélénites. Dès ces diverses rainures, les unes étaient absolument droites et comme tirées au corbeau. D'autres présentaient une légère courbure tout en maintenant le parallélisme de leurs bords. Celles-ci s'entrecroisaient, celles-là coupaient des cratères. Ici, elles sillonnaient des cavités ordinaires telles que Positonius ou Petavius. Là, elles zébraient les mers, telles que la mer de la Sérénité. Ces accidents naturels durent nécessairement exercer l'imagination des astronomes terrestres. Les premières observations ne les avaient pas découvertes, ces rainures. Ni Hevelius, ni Cassini, ni La Hire, ni Herschel ne paraissent les avoir connues. C'est Schroeter qui, en 1789, les signala pour la première fois à l'attention des savants. D'autres suivirent, qui les étudièrent, tels que Pastorff, Gruithuisen, Beer et Mödler. Aujourd'hui, leur nombre s'élève à 70. Mais si on les comptait, on n'a pas encore déterminé leur nature. Ce ne sont pas des fortifications à coup sûr, pas plus que des anciens lits de rivières desséchés, car d'une part, les eaux si légères à la surface de la Lune n'auraient pu se creuser de tels déversoirs. Et de l'autre, ces sillons traversent souvent des cratères placés à une grande élévation. Il faut pourtant avouer que Michel Ardan eut une idée et que, sans le savoir, il se rencontra dans cette circonstance avec Julius Schmidt. Pourquoi, dit-il, ces inexplicables apparences ne seraient-elles pas tout simplement des phénomènes de végétation? Comment l'entends-tu? Demanda vivement Barbicane. Ne t'emporte pas, mon digne président, répondit Michel. Ne pourrait-il se faire que ces lignes sombres qui forment l'épaulement fussent des rangées d'arbres disposées régulièrement? Tu tiens donc bien à ta végétation, dit Barbicane. Je tiens, riposta Michel Ardan, à expliquer ce que vous autres savants, vous n'expliquez pas. Au moins, mon hypothèse aurait l'avantage d'indiquer pourquoi ces rainures disparaissent ou semblent disparaître à des époques régulières. Et par quelle raison? Par la raison que ces arbres deviennent invisibles lorsqu'ils perdent leurs feuilles et visibles quand ils les reprennent. Ton explication est ingénieuse, mon cher compagnon, répondit Barbicane, mais elle est inadmissible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas de saison à la surface de la Lune et que, par conséquent, les phénomènes de végétation dont tu parles ne peuvent s'y produire. En effet, le peu d'obliquité de l'axe lunaire y maintient le Soleil à une hauteur presque constante sous chaque latitude, au-dessus des régions équatoriales. L'astre radieux occupe presque invariablement le zénith et ne dépasse guère la limite de l'horizon dans les régions polaires. Donc, suivant chaque région, il règne un hiver, un printemps, un été ou un automne perpétuel, ainsi que dans la planète Jupiter, dont l'axe est également peu incliné sur son orbite. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma partie de cette lecture qui me ravit. Donc de voyager avec Jules Verne, c'est toujours incroyable. J'espère que vous avez passé un très très bon moment, en tout cas moi oui. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de la lecture. À tout bientôt, belle soirée.